Alors, bonjour à tous, enfin bonsoir. Merci à tous d'être venus, ça nous fait plaisir qu'il y ait un peu de monde à notre première conférence. Pour les personnes qui sont en ligne, merci aussi de nous suivre en ligne. Si vous avez des questions, vous pouvez sans autre les poser sur le chat. On a quelqu'un qui les regardera et puis qui les transmettra si jamais. Et puis vous aussi, si vous avez des questions, je pense que vous pouvez lever la main ou interrompre sans souci. Donc on remercie aussi Pierre Rossi de s'être déplacé jusqu'ici pour nous présenter une conférence à propos de la bioremédiation des aquifères profonds. Et voilà, je vais lui laisser la parole. J'espère que vous passerez un agréable moment avec nous. Bonne conférence. Oui, bonsoir tout le monde. Merci Mylène pour cette introduction. Alors, peut-être commencer par me présenter. Donc, Pierre Rossi, je travaille à l'EPFL, je suis en environnement et je dirige une petite plateforme de microbiologie et biologie moléculaire. C'est pas trop fort derrière, vous m'entendez tous, c'est bon. Et puis, est-ce que c'est OK aussi au niveau du WebEx? Très bien, vous me le dites encore. Je disais donc une plateforme de biologie moléculaire et de microbiologie à l'intention des ingénieurs en environnement de l'EPFL. C'est quoi une plateforme? C'est tout simplement 120 mètres carrés de locaux dans lesquels on va placer des machines et tout le monde viendra sur ces machines pour effectuer tous les travaux qu'il faut faire, que ce soit des masters, des bachelors, des masters, des doctorants, des postdocs, etc., etc. Et ça invite à chaque laboratoire d'acheter systématiquement la même machine, chacun de son côté. C'est tout à fait intéressant de travailler de cette manière-là. Et puis, de mon côté, ça me donne l'occasion de travailler et de collaborer à des projets qui vont de la collecte de bactéries sur les oreilles de moutons jusqu'à l'analyse microbiologique des tempêtes de sable. Enfin, on part dans toutes les directions, sur toute la planète. Les PFL, on n'est pas très bien payé. Je vais me mettre bien devant la caméra si c'est mon patron qui regarde. Mais au moins comme ça, on a la possibilité de se déplacer et de faire des choses qui sortent vraiment du bâtiment. Alors, pour ce soir, tout d'abord, merci à l'association Système pour cette invitation. Bon, ça fait tout particulièrement plaisir de me retrouver dans un lieu que je connais bien, très bien, puisque j'y ai enseigné aussi, et puis je fais pas mal de recherche là, dans ce qui était à l'époque le laboratoire de microbiologie du professeur Arano. Ça veut dire pour plus grand-chose. C'est pas. Voilà, c'est comme ça. Et puis, tout particulièrement plaisir aussi de me retrouver dans un auditoire. Parce que vous savez, Zoom, c'est peut-être passionnant pour vous, les étudiants. Et nous, les enseignants aussi, de notre côté, qu'est-ce que c'est pénible. Donc, je suis tout content, tout heureux de me retrouver ici ce soir. Donc, ce que je vais vous raconter ce soir, ça traite de remédiation biologique. Remise en état de sites miniers plus particulièrement. Et puis on va se balader de l'Andalousie au Pérou, Kazakhstan, EPFL, bref. Ceux qui suivent mes cours à EPFL le savent, j'adore raconter des histoires, je me perds un peu dans mes bobines de temps en temps. Si jamais, n'hésitez pas à me remettre sur le droit chemin. Et puis si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus à m'interrompre. J'ai l'habitude de dire que il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que les réponses qui le sont. Et quand vous faites les questions et moi les réponses, voilà. C'est aussi un excellent exercice à part ça qui fait partie de votre formation, d'interrompre, de poser des questions. C'est pas toujours évident, mais je vous fais confiance. Donc par quoi est-ce qu'on va commencer ce soir? Un petit sommaire. Les documents sont en anglais, la conférence sera en français. Si jamais vous avez des soucis au niveau de la traduction, n'hésitez pas à m'interrompre non plus. Hein. Donc je vais tout simplement commencer par une petite introduction sur le rôle des métaux dans le cadre de cette fameuse transition écologique. Vous savez qu'on sort de cette fameuse COP, combien déjà? 25, 26, 27, je ne sais plus combien. Ouais, voilà. Et avec les super succès que l'on a là, il y a 2-3 choses que j'aimerais quand même relever par rapport à cela, et puis le petit futur qui nous attend. Je n'ai pas envie d'être catastrophiste ce soir, mais plutôt de vous montrer que ce qui vous attend, vous, plus que moi, finalement, il y a des solutions qui peuvent être durables, économiquement
parfaitement, qui tiennent parfaitement la route pour nous assister dans cette fameuse transition écologique. On va parler un petit peu de minage, de drainage acide, qui est une des conséquences négatives justement du prélèvement de métaux dans notre environnement. Probablement vous avez déjà vu ça en géologie. On va se balader du côté du Rio Tinto, un exemple typique de drainage mini-acide. Vous parlez un tout petit peu de nos résultats que l'on a obtenus au Pérou, dans la période d'été. Ensuite, on va partir au Kazakhstan, puis pour finir, pour quelques conclusions générales. D'ici là, des questions, des remarques? C'est pas le cas. Ok. En préparant cela, puis après le message de Mylène pour cette invitation, je me demandais comment j'allais préparer mon attaque. Vous savez, dans un cours, il faut toujours que ça soit percutant au début, comme ça, tout. Ouais. Puis après, je suis tombé sur le blablabla, cette célèbre citation extraordinaire qui a fait tout le monde, qu'on retiendra depuis longtemps. Si vous n'avez pas vu, allez le voir sur YouTube, Greta Thunberg, blablabla, et vous regardez sa petite intervention. C'est assez extraordinaire. Ça me questionne, ça nous remue, et puis cette petite bonne femme qui, devant les plus grands dirigeants et les plus puissants de cette planète, leur cloue le bec de cette manière-là, ça vaut son pesant d'or. Ça valait la peine de le citer ici, et simplement pour vous introduire le fait que lors de cette COP 26, il y a plein d'aspects qui ont été abordés, c'est vrai, mais il y a des aspects qui n'ont pas été. On n'a pas parlé de la production de viande sur la planète. On n'a pas parlé non plus de la quantité de métaux qu'il va falloir que l'on utilise pour effectuer cette fameuse transition écologique. Et pourtant, je vous donne quelques informations ici sur ce document. Cette demande en métaux va être extraordinaire. Je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure. Et puis, ce n'est pas seulement des métaux classiques, comme le cuivre, le cobalt, le lithium et le nickel, mais c'est aussi tout ce qui concerne les terres rares, dont on va avoir besoin en quantité phénoménale, ne serait-ce que pour l'électrification de notre société. Et à l'heure actuelle, le bilan il est simple, on n'a pas les capacités sur cette planète pour produire tous les métaux qu'il nous faudra pour faire effectuer cette fameuse transition écologique, supprimer charbon, pétrole, gaz pour passer à de l'électrique à 100%. Quelques chiffres que l'on peut trouver sur Internet, il y a plein de rapports à ce sujet-là. C'est un rapport qui a été fait en Hollande pour le gouvernement hollandais. Vous voyez, ça, Stated Policy Scenario, c'est ce qui sort de la COP26, c'est à peu près l'état où on en est maintenant, et puis les planifications qui sont effectuées à l'heure actuelle. Ça, c'est ce qu'on devrait atteindre si on veut vraiment arriver à tout à l'électrique en 2040 et de manière, entre guillemets, verte. Et pour un 100% à l'heure actuelle en cuivre, aluminium, nickel et zinc, vous voyez, c'est absolument phénoménal. Rien que pour le zinc, on devra s'arranger pour produire 20 fois plus qu'on produit de zinc à l'heure actuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra rouvrir des anciennes mines, ça veut dire qu'il faudra trouver des nouveaux gisements, et tout ça, il faudra le faire dans le plus grand respect de l'environnement et des populations concernées. Donc il va falloir mettre en place aussi des stratégies pour s'occuper des déchets qui seront générés lors de l'extraction de minéraux. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Un petit graphique que l'on peut trouver aussi facilement sur Internet, c'est l'augmentation en bas d'un certain nombre de métaux dont je vous ai parlé ici, le zinc, le nickel, le cuivre, etc. Puis regardez là, sur la gauche de ce document, néodyme, terbium, toutes ces fameuses terres rares qui participent justement à cette conversion d'une énergie polluante à une énergie électrique. On utilise ces terres rares en quantité industrielle. Bon, je vais vite passer là-dessus, c'est pas très important, et ça, vous le connaissez déjà. On les classifie en trois catégories entre les légères, intermédiaires et lourdes. Excusez-moi. Voilà. On va les utiliser, ces terres rares, essentiellement pour la production et la gestion électrique de notre société. Ici, par exemple, pour les éoliennes de grande taille, mais tout moteur électrique nécessite l'utilisation de terres rares, quels qu'ils soient. Il en faut des centaines de kilos
Pour des éoliennes, à l'heure actuelle, une voiture à essence, on utilise 1 kg à tout casser, pour l'électronique en particulier, et si on passe à de l'électrique, ça sera des dizaines de kilos par véhicule. Mais vous en avez aussi dans les processus industriels, par exemple le polissage des panneaux solaires, ça utilise aussi des quantités phénoménales, 13% à l'heure actuelle, de ces fameuses terres rares. Vous en avez pour la catalyse, des batteries rechargeables, etc., etc., etc. Et pour l'instant, je vous le dis, les capacités minières de nos jours ne sont pas suffisantes pour assurer cette transition-là. Donc, de nouveau, l'obligation de passer par une extraction qui sera nettement plus importante dans les années à venir. Trois petits problèmes par rapport à ces métaux, et ces terres rares en particulier, c'est qu'ils sont répartis sur la surface de la planète de manière complètement désordonnée. Certains pays sont extrêmement chanceux d'en avoir des quantités très importantes, d'autres, nettement non. Donc vous pouvez déjà imaginer qu'au niveau géostratégique, géopolitique, ça va créer des tensions considérables. La Chine, il y a 10 ans de cela, en fermant le robinet de ces terres rares, a créé un vent de panique sur le monde de l'Ouest, tout simplement parce que ces terres rares entrent dans la composition d'absolument tout. Donc en détenant ces composés-là, vous détenez le pouvoir de décider comment les choses vont évoluer. Ça vous étonne maintenant d'apprendre, par exemple, que ce pays-là, on ne lui met pas trop de pression par rapport à sa transition propre. On n'a pas trop envie de se faire chier avec ce pays. Ces pays qui détiennent ces composants qui sont essentiels pour notre vie de tous les jours. Deuxième problème, c'est que ces composants, dans la croûte terrestre, mais ça vous le savez parce que vous avez suivi des cours de géologie, sont généralement dans des concentrations extrêmement faibles. Donc quand on va les chercher, les volumes de minerais qu'il va falloir prendre en charge sont conséquents, sont énormes, et en plus, il va falloir déplacer des masses énormes de minéraux, que l'on appelle des stériles, qui recouvrent ces gisements et dont il va bien falloir faire quelque chose. Donc l'énergie qu'il va falloir investir pour sortir ces minéraux de terre, les raffiner et puis les mettre à disposition du public, ça aussi c'est quelque chose auquel il faut penser. Et le troisième élément, c'est extrêmement polluant, en particulier pour les terres rares. C'est pas étonnant que les pays producteurs de terres rares à l'heure actuelle soient aussi ceux qui ont une politique environnementale la plus laxiste. On ne se permettrait pas d'extraire des terres rares en Europe ou en Amérique du Nord de cette manière-là. Des terres rares, elles ne sont pas si rares dans la côte terrestre. On en trouve assez souvent dans des concentrations qui permettraient l'ouverture d'une mine. Mais ça, on ne peut pas se permettre chez nous. Par contre, certains pays se le permettent. Sans compter, là je pense à la Chine, toute l'extraction qui se fait au noir. C'est-à-dire des entreprises qui ne demandent ni permis d'exploitation ni rien du tout. C'est caché. Donc il y a des mécanismes ensuite de régulation au niveau des ventes qui sont pas tout à fait clairs à ce sujet-là. Et puis c'est à ce niveau-là que moi j'aimerais intervenir ce soir, c'est pour vous présenter quelques exemples de la manière dont on peut gérer ce genre de problème pour que les entreprises minières et puis l'exploitation minière dans le futur puissent être acceptées par le public et puis qu'elles soient responsables et puis ne posent pas trop de problèmes à notre environnement. Un des soucis justement de l'exploitation minière, c'est la génération de ce que l'on appelle, la formation de ce que l'on appelle du drainage acide. Alors ce drainage acide, il y en a de deux types. On a le drainage acide qui est lié à nos activités minières, ou alors on a du drainage acide qui est naturel lorsque l'on expose un certain nombre de minéraux sulfurés à la surface, lorsque l'on les trouve de cette manière-là, que ce soit par exemple dans des activités volcaniques ou autres. Donc, ces drainages miniers acides se produisent de manière spontanée lorsque ces minéraux sulfurés sont exposés à l'oxygène de l'air, lorsqu'on sort de grande profondeur, on expose ces minéraux en surface, et puis qu'on a de l'eau et de l'oxygène en suffisance. On va en discuter tout à l'heure, je vais vous présenter les mécanismes chimiques de formation de ces drainages miniers. Donc, ils sont caractérisés justement par un pH extrêmement bas, de l'ordre de 1 à 4, et par des concentrations extrêmement élevées en métaux, qui seront dissous à l'intérieur de ces fluides. Où est-ce qu'on les retrouve? On peut les retrouver par exemple
dans des petites exploitations artisanales de ce type-là. Vous voyez cette couleur orangée qui sort de cette petite mine-là, c'est typiquement un drainage acide. Le pH est de l'ordre de 2 à 3 et on a des métaux qui sont en concentration qui dépassent le gramme par litre. Aluminium, fer naturellement, on verra pourquoi, mais aussi du chrome, du cobalt, de l'arsenic, etc., etc. Et systématiquement, ça c'est une photo que j'ai tirée du web qui montre une mine artisanale au Kenya, systématiquement, quand on a de l'eau et de l'oxygène et qu'on expose ces minéraux sulfurés simplement à l'air, il se produit justement ce mécanisme. Alors c'est splendide, naturellement, ça prend des couleurs extraordinaires. Le fer dissous, fer 3 dissous dans de l'eau hyper acide comme celui-là, voilà ce que cela donne. Pour étudier la chose, on a commencé, nous, à s'intéresser probablement à l'endroit le plus caractéristique au monde. C'est le Rio Tinto, à la frontière, dans le sud de l'Espagne, à la frontière avec le Portugal, qui passe cette rivière rouge, qui passe à proximité de la petite ville de Huelva, une super petite ville à visiter. On est à 80 km de Séville, et puis on a une petite rivière d'environ 50 km de long, qui part d'une zone minière à la proximité de la ville de Nerva, ici, qui est exploitée probablement depuis 3000, 3500 ans. Les premières traces d'occupation des sites là remontent extrêmement loin. Après, on a eu les Phéniciens qui s'en sont occupés, les Grecs qui s'en sont occupés aussi, les Romains et toutes les civilisations, jusqu'à la redécouverte du site minier dans les années 1750. Et puis, à partir de là, la révolution industrielle et un développement conséquent de l'exploitation minière, pour le fer, naturellement, pour le cuivre aussi, mais pour d'autres métaux comme l'or et l'argent. Ça remonte extrêmement loin. Il y a même des sites géologiques là-haut qui portent des noms que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et certains archéologues pensent même que les fameuses mines d'argent du roi Salomon, ça pourrait être potentiellement par là. Donc, exploitation minière, exposition à l'air de très grandes quantités de minerais sulfurés, et donc génération de ce fameux drainage et qui s'écoule dans cette rivière. Et cette rivière prend une coloration extrêmement chatoyante. Vous voyez, on est dans les rouges, les verts, les bleus. C'est dû à la présence de très grandes quantités de métaux. On est à plus de 3 ou 4 grammes par litre de fer, on est à 2 grammes par litre d'aluminium et tout le reste. Alors c'est une région qui vaut vraiment la peine d'être visitée. Je vous encourage, en tout cas dans les études en environnement, à aller visiter cela. Il y a un passé, on va dire, industriel extraordinaire à voir. Puis on retrouve systématiquement des anciennes mines à ciel ouvert comme celle-là, avec, vous le voyez ici sur le côté, en bas à gauche et à droite, ces espèces de monticules de ce qu'on appelle des stériles, c'est-à-dire des minéraux pauvres en éléments qui nous intéressent, puis que l'on dépose comme ça sur le côté, parce que parfois, ils ne servent absolument à rien. Et puis c'est ces minéraux-là, classiquement riches encore en métaux sulfurés, en minéraux sulfurés, comme par exemple de la pyrite, qui vont générer ces drainages miniers acides. Alors en allant là-bas, on a visité toute la région, on a trouvé des petites gouilles, des petits ruisseaux, des choses comme ça. Regardez là, par exemple, un petit bassin de rétention qui date des années 1950, avec ces minéraux qui ont été exploités ici, mais qui ont été ensuite déposés dans le bassin, un petit écoulement d'eau, et puis en plongeant une sonde redox, une sonde pH, on mesure un pH de 1,73, avec un potentiel redox extrêmement élevé, 524, donc on est dans des conditions extrêmement oxydantes. Vous voyez ces superbes couleurs comme ça. Le vert, là, c'est des micro-organismes mélangés à des algues. Donc ils poussent encore quelque chose. C'est pas parce qu'on est dans des conditions extrêmement extrêmes que cet endroit est stérile. On est d'accord. On va retrouver là-dedans plein de petites choses, plein de petites bestioles dont on va parler par la suite. Bon, juste un petit tableau pour vous rappeler maintenant les caractéristiques de ces drainages lignés acides. Donc, ça, c'est pour la partie anthropique. C'est notre activité à nous. Lorsqu'on va chercher ces minéraux et puis qu'on expose à l'air des minéraux encore riches en métaux sulfurés. Puis ça, c'est ce qui se passe dans la nature également. Ah, vous voyez, mon pH à moi est légèrement plus bas que celui-là. Mais vous voyez, une concentration en sulfate, en fer, en aluminium, c'est quand même conséquent, c'est énorme. Hein.
Des questions jusque-là? Des remarques? Rien sur le web? C'est parfait. Alors, tous les métaux sulfurés sont capables de générer ce fameux drainage minier acide. Je vous en donne une liste non exhaustive ici. Nous, on va se contenter de parler plus tard de ce minéral-là, ce qu'on appelle la chalcopyrite, un mélange de cuivre, de fer et de sulfure. Et puis, on parlera essentiellement aussi de fer et de sulfure par la suite. Et comment la pyrite, on va en parler en long et en large. Là, je vous ai mis quelques photos que l'on a tirées d'une étude récente effectuée à l'EPFL. On va retrouver ce minéral sous une forme un peu cubique, comme celui-là. Ça, c'est une pyrite qui est formée de manière très récente. Dans nos expériences, on arrive à former ce genre de minéral. Et puis, quand elle est sous sa forme rhomboïdale, une petite framboise comme celle-là, là, on est plutôt dans des mécanismes de diagénèse. Ça va faire quelque chose, ce terme, c'est bon. OK. Et donc, la formation de couches profondes et puis la mise en place de l'habitat sous l'impact aussi de l'activité microbienne. Alors, bon, on va parler de sulfure de fer par la suite ou de pyrite. C'était juste pour vous faire un petit rappel. Et pourquoi, à ce stade, on génère ce drainage? Ben, tout simplement parce que la pyrite, Fer2, soufre -2, ben, c'est un élément qui est riche en électrons. Ces électrons sont tout à fait intéressants pour un certain nombre de bactéries qui vont s'en saisir et ainsi oxyder le fer2 en fer3 et le sulfure en sulfate. Il y a deux voies métaboliques particulières sur lesquelles je ne vais pas revenir, la voie du thiosulfate et la voie des polysulfures. Je ne vais pas revenir ici, ce n'est pas très important, mais ces bactéries, retenez bien que ces bactéries sont capables d'oxyder les sulfates, on parle de bactéries sulfoxydantes, d'oxyder le fer, on parle de bactéries ferro-oxydantes. Et c'est elles qui vont générer les conditions qui leur permettent ensuite de travailler et d'accélérer le processus microbien, le processus métabolique, parce qu'elles aiment ce qui est acide. Donc elles vont s'arranger pour acidifier leur environnement immédiat, pour ensuite éliminer toute forme de concurrence par d'autres bactéries et accélérer ainsi leur métabolisme. L'oxydation de quelques équations ici, je vous promets, je vais limiter cela au strict minimum. Et regardez, ça c'est l'équation d'oxydation de la pyrite en présence d'oxygène, qui se fait spontanément lorsque l'on met ces minéraux en surface. Donc on va creuser à 100, 200, 300 mètres sous la surface. Il n'y a pas beaucoup de cuivre, on va dire, alors tout ce qui contient un peu de pyrite mais pas de cuivre, on met de côté, ça ne sert à rien. Et puis s'il y a de l'eau et de l'oxygène, ce mécanisme se fait de manière spontanée. Mécanisme à l'origine chimique. Et dès que le pH descend, les bactéries prennent le relais, catalysent ensuite cette réaction et la multiplient par un facteur 50 et plus pour arriver à la formation tout d'abord de fer2, de sulfate et surtout d'acidifier immédiatement le milieu aqueux qui en découle. Après, vous avez d'autres bactéries qui vont prendre le relais et qui vont s'occuper également de la pyrite, notamment de l'oxydation du fer. Et puis ce fer, par cascade successive, va s'attaquer ensuite, parce qu'à pH2, le fer3 est un puissant oxydant, il va s'attaquer à la pyrite pour catalyser ensuite la réaction. Et regardez, on en arrive à une acidification extrêmement rapide, et puis un relargage de quantité très importante de métaux et de sulfates dans l'environnement immédiat. Acidification, enrichissement en métaux, c'est exactement ce que ces bactéries cherchaient à faire. D'où la couleur magnifique de ces drainages et d'où la richesse en métaux de ces liquides. Alors, il existe naturellement, d'un point de vue strictement ingénieur, des méthodes pour pallier ce problème. Je vous ai trouvé là un diagramme tiré d'une entreprise nord-américaine, Vestec, qui fabrique des systèmes comme celui-là, complexes, énergivores, qui demandent une maintenance constante et puis un apport constant pour la neutralisation de ces liquides. Ce n'est pas très efficace, enfin si c'est efficace, mais ce n'est pas fait pour remédier au problème lorsque de larges volumes
de drainage sont générés par nos activités minières. Donc ça marche, mais c'est coûteux et énergivore. L'idée serait naturellement d'utiliser des bactéries pour s'occuper de ce drainage acide minime. Donc si on a des bactéries qui oxydent nos minéraux sulfurés, qui génèrent des métaux en suspension en conditions acides, on doit bien trouver quelque part sur cette planète l'inverse, c'est-à-dire des bactéries qui vont s'occuper des métaux et de ces sulfates pour remédier au problème. Et où est-ce qu'on peut trouver ce genre de choses? Rio Tinto toujours. Et puis là, on a été se balader du côté de Nerva, cette petite ville de l'Andalousie. On trouve des choses extraordinaires. Ça, c'est un barrage qui a été construit à la fin du 19e siècle, qui a été complètement comblé par des sédiments de l'exploitation minière. Il y a à peu près 30 mètres de profondeur de sédiments ici sur lesquels on peut marcher. Ces sédiments s'oxydent de manière constante. Les sédiments que vous avez là sont un potentiel redox qui dépasse les 600 millivolts et un pH de 2. Puis vous avez toute cette jolie rivière qui passe à côté. C'est un cas de figure ça serait une excellente occasion de proposer ça à votre prof pour aller vous balader du côté de l'Andalousie. Il y a plein de choses à voir là-bas. Et puis dans le cadre d'une étude que l'on avait réalisée avec Thomas Corral, c'est un master qui a travaillé avec moi, on se demandait mais où est-ce qu'on peut bien trouver des petites bestioles, des petites bactéries qui vont faire exactement ce qu'on attendait, c'est-à-dire le mécanisme inverse. C'est-à-dire non pas acidifier, mais basifier la chose. Puis qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne? Eh ben, les bactéries qui font l'inverse, elles sont hétérotrophes. Ça vous rappelle quelque chose? Ça me dit quelque chose? Donc, elles se nourrissent de matière organique, elles ont besoin de matière organique, et les électrons de la matière organique sont transférés ensuite sur le fer, sur le cuivre, sur le sulfate, dans des mécanismes de réduction. Donc, on va chercher des ferroréductrices en particulier ou des sulfatoréductrices. Où est-ce qu'on les trouve? Il suffit de chercher, on y va, et puis on va les trouver à proximité immédiate d'endroits comme cela-là. Donc là, on est sur ce barrage, on vient ici, on creuse avec un carottier, pH 1,5, 2, 500, 600 millivolts. On s'approche de ce petit bouquet de plantes là, vous voyez, puis déjà la couleur change. On creuse 2 cm sous la surface, pH 7, redox, moins 150. En l'espace de 2 cm de profondeur de sédiment. Vous imaginez le gradient qui est établi ainsi? Et pourquoi ça fonctionne? Deux raisons à cela. D'abord parce qu'on est à côté de plantes. Et ces plantes génèrent par photosynthèse une quantité de matière organique importante et une partie de cette matière organique transloquée au niveau des racines, excrétée par la racine, déjà pour les cellules des racines naturellement, puis aussi pour établir des petits liens avec les petits organismes qui sont avoisinants. Donc cette matière organique est utilisée par ces bactéries hétérotrophes dans des mécanismes de réduction. Puis après, naturellement, il y a un petit ruisseau qui collecte aussi des eaux usées, donc matière organique toujours, et c'est là où on trouve ces fameuses bactéries ferroréductrices qui vont justement catalyser l'inverse. Donc, en surface, pH 2, 3 cm plus bas, pH 6, 5, 7, ces bactéries, on les a. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec des bactéries comme celle-là? On va les domestiquer naturellement, et puis les utiliser dans des processus de remédiation, ou bien alors, une fois qu'on a compris comment elles fonctionnent, et puis qu'on a compris ce dont elles ont besoin pour fonctionner, on peut essayer de les encourager à travailler. Alors, les réactions de réduction de sulfate, voilà, on va faire venir. La réduction biologique, cette fois-ci, catalysée par ces micro-organismes en présence de matière organique, vous voyez qu'on forme exactement ce qu'il nous faut, un potentiel pour neutraliser notre acide, et puis, cerise sur le gâteau, les métaux et les sulfures peuvent se combiner pour former le minerai d'origine, c'est ce fameux sulfure de métaux, pour la neutralisation des métaux également. D'accord? Donc on a une réduction des sulfates, réduction des métaux, formation d'un complexe métal-cation, on forme justement notre pyrite d'origine. Et on neutralise ainsi les métaux qui, bon, il n'y a pas que le fer, hein, mais d'autres métaux qui pourraient être potentiellement toxiques pour la biosphère. C'est les dernières équations, je vous promets. Au travers des mécanismes de réduction, il n'y a pas que le sulfate que vous avez là,
et les oxohydroxydes de fer qui peuvent être réduits. Si vous donnez de la matière organique, il y a d'autres bactéries qui vont pouvoir utiliser cette matière organique pour réduire d'autres éléments. Vous aurez celles qui vont respirer le nitrate. Ou alors, cette DNRA respirer le nitrate jusqu'à l'ammonium. Ou alors respirer le manganèse, l'oxyde de manganèse. Vous voyez? Donc on peut, de cette manière-là, en encourageant spécifiquement ces bactéries nutrices, systématiquement capter des protons, que vous avez là, remonter le pH et former ainsi des sulfures qui neutralisent les métaux. Donc on n'est pas seulement dans la neutralisation du fer et des sulfates, mais on a aussi le nitrate, etc., qui vont jouer un rôle dans la neutralisation de ce drainage minier-acide. Premier petit voyage. Rendez-vous dans le sud du Pérou, la mine de Toquepala. C'est une des... elle fait même pas partie du top 10 des mines de cuivre au monde. Il y en a des plus grandes, notamment dans le nord du Chili. Celle-là, elle ne fait que 2 km de diamètre et 700 mètres de profondeur. Ça, c'est une photo qui est faite depuis l'ISS, depuis l'espace. On la voit bien mieux que la, que la célèbre muraille de Chine. Donc c'est gigantesque. Et vous voyez, de nouveau, là on a une zone d'exploitation, on va broyer fin ce minerai pour en tirer le cuivre par des mécanismes de flottation. Je ne vais pas revenir là-dessus maintenant. Puis ça, là, si ça fait 2 km, ça en fait combien? C'est quoi l'épaisseur? Ça, c'est les stériles. C'est tout ce qu'on a dû dégager pour aller chercher le minerai. C'est pas grand-chose, c'est juste 100 000 tonnes de cuivre par an. C'est énorme. Mais est-ce qu'on aura assez de cuivre pour électrifier toute la planète? Il y a quelqu'un qui s'est déjà posé la question? Je veux avoir ma voiture électrique, tirer mes câbles, mes panneaux solaires et tout. On va faire un calcul un jour. Et c'est vraiment des entreprises démentielles. Creuser là-dedans demande une quantité d'énergie folle. Ça, là, vous voyez, là, cette espèce de petit truc là sur le côté, là, je ne sais pas si vous voyez, cette espèce de petit camion, c'est un 40 tonnes. C'est ce qui circule sur nos autoroutes gigantesques. Le camion là, sa roue fait 6 mètres de diamètre. On met 2 40 tonnes dessus. C'est démentiel, c'est démesuré. Si vous avez l'occasion d'aller visiter ce genre de site, allez-y une fois dans votre existence, ça vaut vraiment la peine. Et tout ça, pour nous permettre cette fameuse transition énergétique. Donc ça, c'est une mine de cuivre. Les premiers propriétaires de cette mine de cuivre avaient une idée fantastique. Après broyage du minerai, on va tout simplement confier cette poudre fine à la petite rivière qui passe à côté, qui 80 km plus loin va se rejoindre l'océan Pacifique, ni vu ni connu. Au lieu d'accumuler ça en hauteur, on confie tout à l'océan. Après quelques années, ce propriétaire a vendu la mine pour éviter de faire face aux problèmes qu'ils ont rencontrés, parce que la rivière, elle arrive là, on est dans la baie de Ité, l'océan Pacifique, il avait le bleu, magnifique, avec ces célèbres vagues ici, sur lesquelles on peut surfer. Puis là, vous avez une ligne verte, je ne sais pas si on la voit bien, entre les champs du petit village de Nilo et puis cette espèce de zone foncée. Et ça, c'est l'ancienne côte. Et ça, sur une distance de 2 km de profond et à peu près 8 à 9 km ici, c'est ce fameux sédiment que la mer n'a pas voulu et qu'elle a accumulé dans la baie, sur à peu près 40 mètres de profondeur. Donc vous avez des millions de tonnes de minerais avec une hauteur d'environ 40% de pyrite qui s'est accumulé ainsi. Pyrite, qu'est-ce que je vous ai dit par rapport à la pyrite? On a de l'eau, on a de l'oxygène, drainage minier, acide. Voilà, ça c'est la petite rivière à son embouchure, l'océan Pacifique est derrière avec les petites vagues. Mon couteau suisse qui n'a pas résisté, malheureusement, il est devenu tout rouge à cause du cuivre qui s'est déposé sur les lames. Et puis le minerai qui est là, le reste de minerai complètement oxydé, et puis dessus une croûte d'environ 12 cm de sel qui s'est formé par évaporation de l'eau présente dans les sédiments en direction de la surface. On est dans le désert d'Atacama, il pleut quasiment jamais, donc on accumule des sels qui contiennent cuivre, argent, cadmium, arsenic, aluminium, etc., à pH d'environ 2,5. Et on marche dedans à peu près jusqu'à la cheville. Ça sur la surface entière de ce dépôt. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer un problème comme celui-là? On fait confiance à la nature, puis on fait confiance aux locaux. Les locaux, ils ont remarqué que si on met un petit peu d'eau, puis qu'on nettoie la surface, au bout d'un certain temps, il y a des plantes qui poussent. En extrapolant,
le mécanisme biologique naturel, ben, on creuse ainsi des espèces de petites lagunes que l'on va noyer avec le peu d'eau qui vient de l'altiplano bolivien, péruvien en l'occurrence, et puis de telle sorte en premier à lessiver ces sels et les faire descendre en profondeur, remonter un tout petit peu le pH, puis après, eh bien, qu'est-ce qu'il nous faut pour stimuler nos bactéries réductrices? Il nous faut de la matière organique. Donc on va déposer du fumier, on va déposer de la paille, et après quelques temps, ça c'est la lagune sur laquelle on avait travaillé avec un doctorant, Nouveau Diaby, qui avait fait sa thèse là-bas sur ce sujet-là, en collaboration avec l'Institut de géologie de l'Université de Lausanne. Donc on noie cette espèce de lagune, mais elle doit bien faire 400 mètres carrés environ, avec de l'eau, et puis au bout d'un certain temps, eh ben, on va se mettre à planter sur des roseaux, pas plus d'espèces particulières. On plante des roseaux pour lancer le processus d'accumulation de matière organique via la photosynthèse. Et puis après, au bout là, on est à peu près à 6 mois, vous voyez que là, on a acquis quelque chose qui ressemble déjà à quelque chose de fort sympathique. Donc les plantes poussent extrêmement bien. On a du soleil, on a de l'eau, et ben, forcément, on a des minéraux. Donc tout va bien. Si on regarde un tout petit peu à 40 cm de profondeur d'évolution, donc jusqu'au jour 225, dès 225, c'est pour le jour 225, la première colonne, c'est le pH, vous voyez qu'on part de 2,5 environ à 6,6. Et puis surtout, ce qui est intéressant, je ne vais pas revenir sur ce tableau qui a été publié dans sa thèse, mais regardez par exemple l'aluminium, Al, le cuivre, Cu, fer, le sulfate, pas tant de sulfate. Hein. On a dû remonter d'eau océanique là-dedans. Ça, c'est peut-être un problème dans des grandes marées. Mais en tout cas, pour les métaux, on arrive à faire disparaître nos métaux de belle manière. On arrive à des concentrations qui sont extrêmement... Oui, tout ça, les métaux, c'est en ppm, partie par million, milligrammes par kilo. La conductivité aussi, bref, voilà. Donc, ça marche, ça fonctionne. Si on regarde dans une coupe 2D, on se retrouve avec ici le temps et la profondeur, et on voit que le pH, effectivement, on a une espèce de vague de l'eau de surface qui va descendre et se neutraliser au sein même des sédiments profonds. La même chose pour le redox. Mais il y a parfois, là on le voit déjà au niveau du redox, si on oublie de mettre de l'eau, ou bien sûr dans des périodes de sécheresse, puis qu'on n'a pas assez d'eau, le mécanisme inverse recommence tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore assez de matière organique. On n'a pas de matière organique en quantité suffisante à la surface de ces minéraux pour tamponner de manière passagère le manque d'eau. Il n'y a pas assez à ce moment-là. Et ben là, on a, ici, vous le voyez, autour de 100 jours, on a une petite phase sans eau, et puis un retour en arrière au niveau de l'oxydation. Ça, c'est un peu problématique. Mais ça veut dire aussi que ce genre de surface-là, il va falloir s'en occuper à demeure. Il faut veiller à ce que de l'eau soit distribuée à la surface de ces résidus de manière constante. Si on regarde au niveau bactérie, on a 3 grands phylums bactériens, Proteobacteroides, qui sont typiques, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je viendrai peut-être un peu plus tard, typiques de ces fameuses bactéries qui sont, au début de l'expérience, des bactéries oxydantes, sulfo-oxydantes, ferro-oxydantes. C'est typique de ce genre de milieu. Et d'ailleurs, c'est là-dedans que l'on va piocher pour la petite histoire, que l'on a découvert des consortiums microbiens, donc des assemblages de bactéries, super efficaces, qui résistent à des concentrations très élevées de métaux. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait bien utiliser des bactéries qui solubilisent des métaux en grande quantité? Ben là, on a un projet qui va travailler sur la récupération, par exemple, des métaux en provenance de déchets électroniques. Déchets électroniques, bah oui, des métaux en grande quantité, que l'on solubilise grâce à ces bactéries oxydantes pour mettre en solution tout ce qui pourrait être terre rare, cuivre, etc. Ou alors, exploiter les résidus sortant des usines d'incinération. Pour l'instant, on les stocke, on ne sait pas trop quoi en faire. Nos décharges sont pleines à craquer, et puis on ne sait pas quoi faire de ça. Mais pourtant, dans une tonne de déchets qui sort de l'usine à Lausanne, j'ai 1 kilo de cobalt. Et pour l'instant, rien que ce cobalt-là, il est mis, pas dire à la poubelle, mais il est stocké dans des décharges. J'ai 4 kilos de cuivre, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, dans l'idée d'une économie circulaire, pourquoi ne pas utiliser ce qu'on considère pour l'instant encore comme nos déchets? Pourquoi ne pas considérer cela comme une mine urbaine, tout simplement? Ben ça, c'est typiquement le genre de petite bestiole qui pourrait, dans un futur proche, nous donner
un coup de main pour extraire ces métaux. Parenthèse fermée. Si je regarde un tout petit peu au niveau des bactéries qui commencent et qui sont présentes au début de l'expérience, des zéros, ben on a ces fameuses bactéries oxydantes. Alors, pour des noms un petit peu particuliers, vous avez Leptospirillum ici, Aciditiobacillus ici, Sulfobacillus là, voilà. Vous voyez, les espèces, elles sont pas toutes, elles se comportent pas toutes de la même manière. Vous avez celles qui sont au tout début et puis qui chutent très brutalement, comme ici, avec une deuxième vague, une deuxième espèce au niveau Leptospirillum. Là, vous avez d'autres vagues au niveau Aciditiobacillus, qui est encore ici pour Sulfobacillus. Donc, plus le pH remonte, plus on va sélectionner pour des espèces, toujours oxydantes, mais qui vont venir par vagues successives coloniser notre habitat. Puis une chose intéressante aussi, vous voyez en bleu clair ici sur le panneau en bas à gauche, Sulfobacillus, donc classé, vous voyez qu'il en reste encore, ça c'est casse-pied, jusqu'à 225, jusqu'au jour 225. Ça veut dire que si on avait le malheur d'exposer de nouveau ces sédiments à l'air libre, en mettant pas cette couche d'eau pour tamponner, eh ben, le processus inverse pourrait se déclencher dans la direction de l'acidification. Après un certain temps, on a les réductrices, bactéries réductrices qui vont prendre le dessus. Vous voyez de nouveau des vagues successives jusqu'à l'établissement d'une communauté microbienne extrêmement riche. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est pas le but finalement. Donc on peut, d'une manière extrêmement simple, en gérant ces petites lagunes avec de la matière organique, arriver, je vais tout de suite, arriver à retourner à une situation qui permet la neutralisation du pH et des métaux. Oui. Quand les bactéries que vous avez trouvées en Espagne ou en Pérou, elles provenaient de familles similaires ou c'est totalement différent et est-ce qu'elles avaient une efficacité similaire ou différente? Alors, oui, je comprends bien, merci pour la question. Alors, il y a deux volets à votre question. Est-ce que ce sont des bactéries similaires? Alors, pour toutes le même nom, on les retrouve de manière globale. Leptospirillum, Ferrifilum ou cet Aciditiobacillus ferroxylans, par exemple ici. Oui, vous les retrouverez de manière globale sur la planète. Et puis, c'est des habitants classiques de ces drainages acides. Après, est-ce qu'elles se comportent toutes de la même manière? Non. Parce que certaines ont des caractéristiques particulières encodées dans leur génome ou dans des plasmides qui leur permettent de résister à des concentrations de métaux supérieures à leur cousine, enfin à la même espèce que l'on trouverait dans d'autres habitats. Donc là, on peut procéder à une sélection d'espèces particulières qui ont des capacités supérieures en termes de résistance à des métaux en solution. L'aluminium est toxique à un certain niveau, au gramme par litre par exemple, est toxique pour des bactéries, mais avec la bonne résistance, encodée par un plasmide par exemple, on peut aller un peu plus loin, un peu plus haut. C'est d'ailleurs ce que font les industries minières quand elles utilisent aussi ces bactéries pour extraire leur minerai. En fonction de la mine, il y aura une concentration de nickel de faire différente, il y aura une évolution de bactéries, une sélection qui se possible. Tout à fait, oui. On aura une sélection au niveau du comportement, pas au niveau de l'espèce, mais au niveau de leur comportement. C'est OK pour vous? Oui. Avec plaisir. Et puis à la fin, avec un coup de pelle à trax pour mettre la profondeur de l'eau à environ 1 mètre de profond, on obtient cela. Donc, si jamais vous avez l'occasion de vous balader, quand ce fameux virus dont on ne va pas dire le nom aura fini de nous embêter, puis qu'on pourra enfin voyager un tout petit peu, et puis que vous irez visiter le désert d'Atacama, eh ben, allez jeter un coup d'œil dans cette baie. On retrouve désormais une espèce de petite oasis dans le désert le plus sec au monde, et puis un paradis pour les oiseaux. Il y a des poissons, je ne sais pas qui a mis des poissons d'eau douce là-dedans, mais il y a des poissons là-dedans, des crevettes, il y a plein de choses. Je soupçonne un peu les populations locales d'avoir inoculé deux, trois petites choses intéressantes dans ces lagunes. Mais voilà la situation actuelle. Bon, Bon, je voulais vous parler un tout petit peu de ce qui se passe au niveau du sol et pourquoi, diantre, on a une production primaire aussi élevée que ça dans ce milieu, du fer, quantité importante, d'autres léguminéraux, quantité importante, de l'eau douce, du soleil tout le temps, et puis des oiseaux qui viennent déverser leur phosphore via leur fiente parce que vous avez le courant de Humboldt qui remonte juste à côté, il y a plein de sardines, donc les poissons viennent, les oiseaux viennent se reposer là, donc production primaire extraordinaire. Il faudra veiller à ça pour ne pas subir un atterrissement trop rapide du milieu d'ailleurs dans cet endroit. Là, je vais passer. Voilà. Bon, déplaçons-nous maintenant dans notre pays.
grand pays, 5 fois la France, et premier producteur mondial d'uranium à l'heure actuelle. L'uranium, vous savez pourquoi on l'utilise, hein, c'est pour que les fameuses centrales puissent tourner et nous produire à peu près en Suisse 33% de notre électricité, quelque chose comme ça. Je ne sais pas plus, ou 40%, j'ai plus les chiffres en tête maintenant par cœur. Et puis, des centrales qu'il va probablement falloir garder encore quelques années pour nous permettre d'effectuer une fameuse transition. Le Kazakhstan, c'est devenu le premier producteur mondial, même s'il ne détient que 12% des ressources d'uranium. Qu'est-ce qu'on reconnaît là? L'ancienne capitale, Almaty, qui a été déplacée à Astana maintenant, flambant neuve, en plein milieu de la steppe, avec des vents du désert sibérien, super idée, vraiment, construire cette capitale là-bas. Baïkonour, le site de lancement des Soyouz russes. Voilà. Nous, on va se situer du côté de Chimkent ici. Petit voyage jusqu'à Almaty, 2 heures d'avion pour Chimkent, 6 heures de bus sur des routes, je ne vous explique pas, pour arriver dans cette région-là, Karatou, près des montagnes du Karatou. Pour arriver dans cette région de Boyunkoum et puis du bassin de Chou-Saïsou, on est dans un aquifère à 400 mètres de profondeur, un aquifère de l'Uyuk. Et puis, la génération de la mine, en fait, du potentiel minier de cette région se fait de la manière suivante. Bon, j'ai appris, vous avez fait de la géologie, donc ça tombe super bien. Je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ça. Mais ce qu'il faut retenir dans ce diagramme, c'est que ces montagnes ici du Karatou sont naturellement riches en uranium, et que cet uranium, l'oxyde d'uranium oxydé, quand il est sous sa forme oxydée, il est mobile. Donc quand il pleut, avec la neige et tout, il est entraîné à l'intérieur de l'aquifère de l'Ouyuk, à peu près à 400 mètres de profondeur. C'est des sables relativement perméables. Je dis 10-3 par là autour, 10-3, 5, 10-3. Mais la vitesse d'écoulement est extrêmement lente. On est dans un aquifère extrêmement étendu, une eau réduite, sans oxygène, mais avec des vitesses de migration qui sont de l'ordre de 1 mètre par mois, voire 1 mètre par année. Donc c'est extrêmement lent. Et l'accumulation d'uranium dans cet aquifère a débuté il y a 40 millions d'années. Et sous quelle forme? Eh bien, tout simplement, ça c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble la mine. Morne pleine, hein. En surface, on voit rien du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un truc. Pourtant, le gisement est à 400 mètres de profondeur, dans un aquifère saturé. Aller creuser là-dedans, ça serait pas trop drôle. Mais en surface, on voit rien. On voit rien parce que tout est injecté, pompé. Tout ce que l'on verra, c'est de temps en temps des dérives qui creusent des puits, et puis des tuyaux en surface pour conduire les fluides qui permettent l'extraction. Je vous explique ça tout à l'heure. Donc une grande différence par rapport à la mine à ciel ouvert que je vous ai présentée tout à l'heure. Il n'est pas nécessaire dans ce cas-là de déplacer des mégatonnes de sédiments de stériles pour accéder au gisement. Alors comment est-ce que l'on va faire? Au contraire, eh bien, là vous avez votre oxyde d'uranium 6, O2 6+, oxydé, qui est transporté naturellement depuis les montagnes du Karatou juste dans l'aquifère, dans une zone qui est oxydée, bien qu'on soit sans oxygène, on est quand même dans des conditions oxydantes, et on arrive ici dans une eau de transition dans laquelle, par les temps passés, les 40 millions de cela, c'était une plaine alluviale, une végétation luxuriante, et on a accumulé dans les méandres de ces panneaux chauds des quantités de matière organique importantes. Et puis c'est au contact de cette matière organique et de l'activité microbienne qui s'y découle encore de nos jours-là que cet uranium 6 est réduit en uranium 4 et s'accumule. Donc on a un enrichissement, ça a duré bien 40 millions d'années, on est d'accord, mais on a un enrichissement de l'ordre de 50, 70, 80, 100 ppm d'uranium dans cette zone. Comment on va faire? Creuser des puits et on va injecter de l'acide sulfurique dilué pour atteindre un pH de 2 à l'intérieur de l'aquifère. pH 2, tiens, ça ne me rappelle pas quelque chose. Drainage acide minier. Oui, là, on va le provoquer artificiellement. On va pomper ensuite cet uranium. Cet acide va tout d'abord oxyder la pyrite et tous les composés réduits que vous allez retrouver au sein de l'aquifère. Le fer 3 est un puissant oxydant, on est aux alentours de 700 millivolts. Hein. Donc, il va se mettre à oxyder l'uranium. Cet uranium 6, comme il était là, peut être pompé en surface
Dans des colonnes d'échangeuse d'ions, quand je dis colonnes d'échangeuse d'ions, il faut voir le monstre. C'est des colonnes de 15 à 20 mètres de hauteur sur des diamètres de 4 mètres. Donc c'est vraiment gigantesque, dans lequel on fait passer cette solution acide pour capter l'uranium, pour ensuite faire circuler l'acide. Pour à peu près une tonne d'uranium, c'est l'uraninite qui est exploité ici, il faudra, tout dépend de la matrice, ça dépend de la quantité de calcaire que vous avez dedans, mais il faudra entre 1 et 2 tonnes, 1 et 6 tonnes d'acide sulfurique. Donc c'est des wagons entiers d'acide sulfurique qui viennent de Chine et qui sont injectés à l'intérieur de l'aquifère pour permettre ce genre de choses. Un point important ici, vous imaginez que sur des surfaces de plusieurs kilomètres carrés, avec des centaines de puits d'injection et des centaines de puits d'extraction, la gestion du niveau piézométrique, ça va être quelque chose d'assez délicat. Donc il arrive qu'on injecte un tout petit peu plus que l'on extrait, et donc on crée un dôme, une surpression, ces fluides acides partent en avant et en aval. Là, ça défie des zones qui, normalement, ne devraient pas l'être. Mais c'est là tout l'intérêt de la chose, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Des questions sur ce principe? Est-ce qu'il y a beaucoup de précipitations ou c'est une zone désertique? Alors, la zone, qu'est-ce que vous entendez par là? Enfin, je me demandais, ça avait l'air d'une zone désertique du coup. Est-ce que ça en est vraiment une ou est-ce qu'il y a des précipitations? Ah non, non, enfin, oui, il neige. En hiver, c'est une steppe continentale. En hiver, vous pouvez avoir beaucoup de neige. Les précipitations et les pluies, non, elles sont relativement faibles, mais c'est surtout la neige qui va ensuite recharger l'aquifère depuis les montagnes, essentiellement. Bon, on a de la chance, là, en l'occurrence, l'eau, elle n'est pas utilisée pour... c'est complètement désertique, on n'a pas besoin d'utiliser l'eau pour des activités humaines, et de toute manière, on est dans une eau de type... elle est imbuvable. Hein. Même si vous allez dans les zones minéralisées non exploitées, vous n'avez pas envie de boire ça. Ça sent l'hydrogène sulfuré, c'est de métaux, non, c'est pas... Oui, d'autres questions? Vous avez répondu. J'avais une question, mais vous avez répondu. Ah, d'accord. Voilà. Bon, le temps passe. Donc, on est en présence de ce que l'on appelle un front de réduction. Donc, votre uranium va s'accumuler, circuler à l'intérieur de l'aquifère depuis la zone qui est oxydée, arriver dans la zone enrichie en matière organique, et là, il se dépose, formant ce que l'on appelle en français un roll front. Donc, c'est une structure en 3D d'accumulation des minéraux, et c'est là, justement, où on va aller chercher notre minéral. Alors, on ne le fait pas seulement pour l'uranium, on peut aussi le faire pour le cuivre ou pour le potassium, ça marche très très bien. C'est des techniques qui ont été développées dans les années 50, les Russes, les Soviétiques de l'époque ont commencé à le faire, pour ensuite s'étendre à l'ensemble de la planète, que ce soit aux États-Unis, actuellement en Australie et ailleurs encore. Donc si on fait des coupes, à chaque fois que vous avez une étoile ici, vous avez la coupe correspondante en dessous, vous voyez que le plus intéressant, naturellement, si on va avec un Turkagher, cette zone-là, c'est là où on va retrouver le plus d'uranium. Et on fait tourner ainsi le circuit pendant plusieurs mois, voire des années, jusqu'à ce qu'on ait extrait l'ensemble de l'uranium qui est présent. Ensuite, c'est là où il y a la question. Parce qu'on ne peut pas empêcher de ce liquide acide de s'échapper vers l'aval ou de remonter en aval. Comment est-ce qu'on peut faire pour remédier la chose? Tout d'abord, il faut considérer, et puis ça c'est la chose la plus étonnante, et je vous montrerai après des données, qu'il y a un tout petit peu d'atténuation naturelle au sein de cet aquifère. Si on laissait la chose faire, comme l'aquifère fait à peu près 50-60 km de long, on peut imaginer que d'ici 12 à 15 000 ans, le temps d'arriver au bout, on ait une saturation naturelle qui soit complète. Mais c'est pas le but. C'est pas le but parce que ce que l'on a là crée distorsion au niveau naturel qui est inacceptable. Donc on va tenter de remettre ça en état. Et puis ensuite, il faut tenter de développer des techniques, notamment pour le Kazakhstan, mais aussi pour partir maintenant vers d'autres aquifères. On en a en Europe. L'aquifère de Boyan-Moravie en Tchéquie, qui est un des plus grands producteurs d'uranium au niveau de l'Europe. Bon nombre de petites bombinettes atomiques russes découlent de cette extraction. C'est un des plus grands aquifères de la Tchéquie qui est massivement contaminé. Des aquifères contaminés, on en a absolument partout. Il faut vraiment maintenant faire quelque chose pour remettre en état cet héritage. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler à ce niveau-là? On va faire exactement ce que l'on a fait ailleurs, c'est-à-dire qu'on va tabler sur l'activité de bactéries réductrices. Alors ça, il faut aller sur le terrain puis voir comment ça se passe. Alors tout d'abord, je vais vous présenter ici deux phylums bactériens
c'est un peu compliqué. Vous avez les petits carrés noirs, c'est la valeur de pH. Vous avez à droite des couleurs qui vous représentent les familles au sein de ce phylum. Vous avez deux barres, une barre blanche et une barre grise. La barre blanche, c'est la quantité de cellules microbiennes au sein de dans l'eau de l'aquifère, en copie par litre, c'est l'échelle que vous avez tout en haut. Ici, c'est barre blanche. Et les barres grises, c'est la contribution en pourcent de ce phylum au sein de la communauté microbienne. Par exemple, ici, dans la zone minéralisée, mine, vous pouvez voir que ce phylum ne constitue qu'à peu près 5% de l'ensemble des bactéries que l'on retrouve dans la communauté microbienne. La zone minéralisée, c'est la zone avant exploitation. La zone up, c'est la zone en amont, c'est la zone oxydée. La zone down, c'est la zone réduite qui vient en aval de la zone minéralisée. Puis après, les zones impactées, donc en amont acide, up acide, ou down 1 et 2 acidifiés. Là où ces écoulements, ces fluides, qui prennent faire d'ailleurs, se sont quand même disséminés. Et puis vous avez encore deux échantillons qui sont in et out. Ça, c'est à l'entrée de l'usine de collecte de l'uranium dissous. Et puis out, c'est à sa sortie. Il y a des choses intéressantes. Regardez, la barre blanche, je vous ai dit que c'est des bactéries. Ah, il y a plus de bactéries en sortie d'usine qu'en entrée. C'est un mécanisme de concentration? Non. En fait, c'est parce que l'usine, sans le savoir, nos amis soviétiques de l'époque, ils ont mis en place un système d'exploitation de l'uranium biologique. Parce qu'en sortie d'usine, on enrichit, il y a tout un tas de tubes en métal, pardon, et vous voyez cette couleur jaune ici, sulfobacillus. Vous vous souvenez de la petite bestiole qu'on avait déjà vue dans le désert d'Atacama? Oui, ben, on l'enrichit et on en met plus, ensuite on réinjecte plus de sulfobacillus qu'on en a retiré. Et finalement, à quelque part, il est légitime de se demander si ce n'est pas ces organismes-là qui vont faire le travail d'oxydation et de remontée ensuite du minerai en surface. Après, ça c'était pour la petite histoire. Après, chose intéressante, vous voyez que de la partie réduite de l'aquifère, on a très peu de bactéries. Le PET-FOL, elle est quantifiée d'ailleurs le PCR. Et puis vous pouvez voir que les zones acides, qui forment une espèce d'interface entre la zone naturelle en aval et la zone fortement acidifiée d'exploitation, en fait, ça crée une espèce, osons le terme, une espèce d'écotourne, une interface mixte entre une activité naturelle, ici, et une activité d'exploitation. Puis là-dedans, on retrouve des bactéries qui aiment les milieux acides, mais pas trop, à des pH d'environ 4. Regardez ce 4, on va en reparler tout à l'heure. C'est important. On pourrait faire la même chose avec les protéobactéries. Je vais pas parler plus loin de la chose. Mais comment on peut faire pour travailler là-dedans? Ben, la première des choses, c'est de s'y rendre. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. Les exploitations minières, c'est quand même quelque chose de très particulier. Et les exploitants n'aiment généralement pas du tout que l'on vienne mettre les pieds sur leur territoire. Il y a des problèmes de sécurité énormes. On travaille avec des grosses machines, on travaille avec souvent des fluides extrêmement acides. Mais bon, là, j'ai eu de la chance, grâce à nos collègues français, de pouvoir participer à une campagne d'échantillonnage. Là, c'est un échantillon riche en lignite, donc de l'ancienne matière organique que l'on trouve à 400 mètres de profondeur, à l'endroit même où on aura la minéralisation, là où on a l'accumulation d'uranium. Et puis, on peut carotter les choses, et en montant un labo de fortune, digne de l'époque soviétique, on a relevé suffisamment d'échantillons anoxiques, les conditionner pour les ramener au laboratoire. Et en laboratoire, on va tout simplement monter des expériences en colonne. Donc là, on a monté 4 colonnes d'environ 40 cm de hauteur, 7 cm de diamètre, que l'on a remplies avec ces sables du Kazakhstan qui viennent de 400 mètres de profondeur. On a tout d'abord, dans une première phase qui dure quelques jours, connecté toutes les colonnes ensemble, et on a fait tourner le système en circuit fermé, pour homogénéiser les communautés, donner un tout petit peu d'état à grignoter, parce que sinon les pauvres, vous encourager à se développer. Et puis ensuite, dans une deuxième phase, on a alimenté les colonnes de manière différente. Ça, c'est le diagramme de droite, pour ceux qui nous écoutent, j'allais dire à la maison, c'est presque ça. Deux colonnes M1 et M2 ont été alimentées par une source de carbone. Une colonne acide A a été alimentée de manière simple. Et celle-ci, là, avec je vais vous expliquer comment après au niveau du pH. Et puis, le standard, c'est simplement de l'eau
qui est de l'eau artificielle, stérile, qui est copiée sur la composition de l'aquifère. Dans les trois colonnes, M1, M2, A, on s'est arrangé pour descendre le pH graduellement et puis pour injecter à l'intérieur ces liquides d'exploitation de l'usine d'exploitation d'uranium. Donc on a graduellement baissé le pH pour mimer l'intrusion de ces fluides acides à l'intérieur d'une communauté naturelle, pristine. Donc c'est ça, on n'avait pas été touché, on n'a jamais reçu de contaminants. Là, on les introduit graduellement avec une source de carbone pour étudier le comportement des communautés qui sont en place. Et on a descendu le pH jusqu'à environ 4,8. Je ne vais pas vous donner toutes les données par rapport à ça, mais voilà l'expérience telle qu'elle a été menée. Et puis dans les derniers jours, dans les tout derniers jours de l'expérience, dans les 10 derniers jours, on a injecté 50 ppm environ d'uranium naturel à l'intérieur des colonnes pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. Comment, si on a des reliquats d'uranium dans nos colonnes et dans l'aquifère, quel sera l'impact? Est-ce qu'on arrivera à le stabiliser, le fixer quelque part? Est-ce qu'on arrivera ainsi à, entre guillemets, nettoyer l'aquifère de tous ces contaminants induits par l'exploitation? Il y a une chose intéressante, quand vous regardez les deux colonnes de gauche, sont les colonnes M1, M2, les colonnes qui sont stimulées avec de la matière organique. Cette matière organique, on l'a choisie de telle sorte à ce qu'elle ne coûte pas cher, qu'elle soit efficace, qu'elle puisse nourrir nos fameuses petites bactéries réductrices. Donc à l'intérieur, on aura des composants comme de la levure, des extraits de levure. Ça, c'est pratique parce que c'est des déchets de production de bière. Plus on boira de bière, plus on aura de déchets. Donc c'est super intéressant. Des déchets, on en a aussi dans le glycérol qu'on va utiliser aussi, qui est aussi un déchet. Voilà, une petite mixture que l'on va injecter là. Puis regardez les colonnes quand ils ont pris cette jolie petite couleur noire là. Couleur noire, métaux, sulfurés, précipitation des métaux. Là, en l'occurrence, c'est de la pyrite. Là, de nouveau, ça fonctionne, ça marche. Donc, on injecte à un pH de 4,8 au fond et en haut, on est pratiquement à 7. Donc, sur un espace de 40 cm, avec environ 200 mg par litre, 200 mg seulement par litre de matière organique, on arrive à fixer tous les métaux, à développer une communauté microbienne hyper efficace qui remonte le pH. On passe de 5 à 7 aisément. Donc après, on a découpé notre colonne, on a fait tout un tas de petites tranches successives, on a fait plein d'analyses dessus. Je vous montre quelques données, quelques résultats. Ça, sur ce diagramme-là, vous avez les colonnes M1, M2 qui ont été stimulées avec la matière organique, la colonne A qui n'a pas reçu de matière organique. Vous avez en rouge les quantités de cellules qui s'y sont développées, en qPCR, et puis en bleu, les mesures du pH. Alors, les barres en gris, là, c'est l'uranium en milligrammes par kilo en ppm. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est assez fou, c'est qu'on arrive à accumuler jusqu'à, grosso modo, 2500 ppm, 2500 mg, et 2,5 grammes par kilo d'uranium dans les tout premiers centimètres de la colonne. Là, ici, colonne qui est ici. Donc, ça marche, ça fonctionne. Là, l'accumulation dans des conditions acides, ben, elle se fait de manière un peu plus homogène à l'intérieur de la colonne et on verra que la déposition de l'uranium est complètement, le mécanisme de déposition est complètement différent. On voit aussi que le pH a un peu plus de peine à remonter et puis en fait l'aspect tampon de la colonne là provient essentiellement des argiles qui sont présentes à l'intérieur. Ces argiles qui échangent calcium, potassium envers les protons. Donc, si on avait continué l'expérience beaucoup plus longtemps, la capacité tampon de la colonne, elle, aurait chuté. Alors qu'ici, on va le voir, c'est les activités microbiennes qui tamponnent le pH acide. Ça, je peux juste vous dire que finalement, il y a 3 grands genres bactériens qui vont jouer un rôle important au niveau de cette remédiation. C'est des sulfosporosinus ici, Clostridium et Pelosinus. Ces deux-là sont des bactéries fermentatrices. Celle-là est sulfato-réductrice. Là, vous avez les échantillons. Mais bon, par manque de temps, je crois qu'on va passer plus loin. Quelques photos en microscopie électronique dans les échantillons que l'on a prélevés, et on voit de nouveau la formation de notre fameuse petite pyrite, de notre petite framboise, avec pyrite biogène, et la formation de la pyrite, pyrite cubique telle que l'on a là. C'est vraiment la preuve que des mécanismes de réduction ont été à l'œuvre. Pour l'uranium,
Bon, je voyais Thomas se balader du côté de. C'est pratique quand même, des fois, cette microbiologie. Du côté de la Californie pour aller faire quelques mesures dans son synchrotron. Et puis, on arrive à montrer vraiment que l'uranium, c'est des analyses qui nous permettent de mesurer la valence de l'uranium. On voit que dans les colonnes qui ont stimulé, M1 et M2, au bout de 2 cm, en fait, pratiquement l'ensemble de l'uranium est réduit. Le but est atteint. On a de nouveau notre fameux uranium réduit fixé à l'intérieur de la colonne. Alors que la colonne A, vous voyez que la réduction est beaucoup plus faible. Il y en a un tout petit peu dans les 2 premiers centimètres de la colonne, pas grand-chose. Alors, tout l'uranium est potentiellement mobile, simplement absorbé à la surface des argiles. C'est OK pour vous? Je vais trop vite. Après, on a regardé comment dans les colonnes stimulées, cet uranium allait se fixer. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais on retrouve notre uraninite, UO2, d'origine, celle qui est composée le minerai d'uranium d'origine. Et puis, on retrouve aussi énormément d'uranium 4, stabilisé sous forme de phosphate d'uranium. Alors, phosphate d'uranium simple, phosphate sous la forme d'un élément chimique qu'on appelle un lingioïde, ça dit quelque chose? Rhabdophane lingioïde, c'est des métaux typiques, des minéraux typiques que l'on retrouve dans les mécanismes de réduction, dans les aquifères dépourvus d'oxygène. Et puis, une déposition particulière qui va nous intéresser ici, c'est la déposition sous la forme non cristalline du 4, mais cette fois-ci à la surface des bactéries. Alors ça, c'est tout à fait particulier. Si on regarde en SEM, ce qui se passe, tout d'abord, vous avez vu qu'on a stimulé nos colonnes, donc on a des grandes quantités de bactéries qui vont pousser. Et si on regarde à la surface de notre cellule, on retrouve spectrum 1 ici, on va cibler avec le microscope, on va cibler notre faisceau d'électrons de telle sorte à connaître les spectres et à déterminer les éléments, et puis on retrouve essentiellement notre uranium ici. J'ai d'autres images à vous présenter qui sont celles-là, une cellule microbienne sous la forme de bâtonnet avec une accumulation majeure d'uranium. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop, donc c'est l'uranium 4 qui est fixé, probablement sous la forme d'uraninite biogène ou de phosphate d'uranium. On ne sait pas encore si c'est à l'intérieur du cytoplasme ou à sa surface, mais c'est ainsi que l'uranium, lui, est fixé de manière prévalente à la surface de ces cellules. Donc le but est atteint, on remonte le pH, on fixe les minéraux. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à aller sur le terrain pour commencer le vrai travail qui va consister à injecter de la matière organique, à faire circuler ces fluides à l'intérieur pour neutraliser définitivement les fluides acides issus de l'exploitation minière. Alors, la modélisation, elle est terminée, on est quasiment prêt, on a tout ce qu'il nous faut. Il ne faut plus que le feu vert de la compagnie minière et puis une stabilisation de la situation au niveau Covid pour démarrer les opérations. Puis moi, j'espère vraiment qu'on arrivera ensuite à étendre ces opérations-là à toute cette legacy, comme on dit en bon français de nouveau, cet héritage des années 50, 60, 70, lorsqu'on s'est mis à creuser, à tout moudre en Europe et ailleurs pour trouver de l'uranium, pour en faire des bombinettes, pour nettoyer tous ces aquifères qui menacent encore et aujourd'hui notre environnement. Voilà. Donc là, je vous avais dit, dans la colonne non stimulée, acidifiée, l'uranyle va se déposer sous la forme 6 et essentiellement à la surface des smectites, donc des phyllosilicates. Bon, d'un coup, il se fait tard et je commence à fatiguer un tout petit peu. Je suis désolé. Bon, quelques petites conclusions maintenant pour terminer cette présentation. On se retrouve systématiquement dans des milieux qui sont oligotrophiques, que ce soit le terrain que je vous ai présenté au Pérou, que ce soit au Kazakhstan à 400 mètres sous terre. Ce sont toujours des milieux relativement fragiles où les bactéries sont en quantité extrêmement faible. Mais d'une manière ou d'une autre, après l'impact de l'acide et l'établissement d'une communauté de bactéries acidifiantes, ou on va plutôt dire oxydantes, on arrive à former des assemblages qui, d'une certaine manière, permettrait de retourner la situation et de repartir vers la situation initiale avant l'établissement des activités minières. Donc il y a potentiellement, et ça c'est la bonne nouvelle finalement, quelque part, dans tout site minier, même le plus impacté, le plus détruit potentiellement, eh bien, il y a la possibilité de revenir à une situation
antérieure et on peut imaginer une remédiation. Donc ça, c'est la bonne nouvelle des études que l'on a menées jusqu'à maintenant. Ça va impliquer, naturellement, de protéger ces sédiments de l'oxygène d'une manière ou d'une autre. C'est facile à 400 mètres sous terre, c'est un peu moins facile en surface, c'est vrai, mais on peut imaginer des solutions techniques relativement simples qui permettent de mettre en place des stratégies pérennes, bon marché, et qui permettent en plus, dans le cas échéant, de créer de nouveaux habitats, comme c'est le cas dans le désert d'Atacama, qui sont à quelque part de petits oasis. Donc peut-être même de former des nouveaux habitats, ou peut-être même, allez, on peut même peut-être rêver, de créer de nouveaux petits écosystèmes qui permettraient d'enrichir notre biosphère. Allez donc, on peut rêver. Peut-être un peu trop, je sais pas. Mais en tout cas, ça serait le but. Et puis, systématiquement, lorsque l'on applique les bonnes mesures, les bons procédés, et si on applique de la matière organique, et la bonne matière organique, à n'importe quoi, je vous encourage à prendre de la bière ces prochains temps, pour qu'il y ait un peu plus de levure de bière à disposition sur le marché non plus. Eh bien, les métaux, que ce soit de l'uranium, que ce soit du fer, du cobalt, etc., qui pourraient rester pour l'exploitation minière, on peut les fixer, on peut remonter le pH et on peut trouver une solution pérenne, justement, pour établir des conditions qui permettent la fixation des métaux et un pH neutre. Voilà, j'en arrive à la fin de mon petit laïus ce soir. C'est plus de temps que je pensais, je suis vraiment désolé. Mais le take-home message que j'aimerais le message que je vous souhaiterais que vous preniez maintenant avec vous ce soir, c'est qu'on va avoir du boulot, vraiment beaucoup de travail. Parce que cette fameuse transition énergétique, elle va impliquer une quantité importante de métaux, et il va falloir les trouver, et il va falloir les trouver de manière responsable. Et ça, c'est un joli challenge. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a la possibilité de développer des techniques biologiques, responsables aussi, qui vont permettre de pallier aux problèmes que l'on va rencontrer dans l'exploitation minière. Et puis finalement, pour les remerciements, il y a plein de monde qui ont participé à ces études que je vous ai présentées là, que ce soit du côté de l'EPFL, que ce soit du côté de l'Université de Châtel. J'aimerais remercier aussi chez Orano, cette entreprise privée, Michael Descoste, qui nous a permis en particulier, qui nous a permis de nous rendre sur le terrain au Kazakhstan, ce qui était vraiment un challenge, ça, là aussi. Et puis plein d'autres personnes que j'ai oubliées encore, je me rencontre maintenant, et qui ont permis que tout cela se produise. Et puis naturellement, vous, pour m'avoir patiemment attendu jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour votre attention. C'est un J'espère que vous n'aviez pas rendez-vous de prévu ce soir. Mais si vous avez des questions, alors j'y réponds. S'il vous plaît. il est légèrement ici. Par exemple, au Kazakhstan, il est sensibilisé à l'information, il est intéressé, ça dépendait. J'aurais envie de botter en touche parce que cette réponse. Ben, disons que jusqu'à maintenant, ça dépend. Ça dépend de l'entreprise. Et plus particulièrement, ça dépend de qui dans l'entreprise. Orano, là, a mis en place tout un département environnement. C'est presque une obligation à l'heure actuelle. Mais d'autres entreprises n'ont pas vraiment du tout envie de faire quoi que ce soit. J'ai discuté avec des gens de chez Rio Tinto. Quand la personne en face vous dit très clairement que vous êtes plus une gêne qu'autre chose et puis que I want to make good money out of this company, littéralement, oui, vous allez produire du cuivre, les gars. Mais Rio Tinto, si vous vous souvenez bien, ils n'ont pas eu quelques petits problèmes de barrage il y a quelques années en arrière, avec l'effondrement de digues. Alors jusqu'à maintenant, non, ce n'était pas une priorité essentielle, mais c'est obligé. On va devoir passer par là. Les entreprises ont pris le devant, bravo. Contraint forcé, peut-être, oui, mais ils le font quand même. D'autres vont devoir s'y mettre. C'est une obligation. Parce que on peut plus. Parce que vous ne pouvez pas dire à une population, surtout dans les pays à faible revenu, débarquer au Congo, bonjour, vous avez du coltan chez nous, ça nous intéresse. Je viens de Zoug et j'aimerais ouvrir une grosse mine chez vous. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez déstabiliser le pays de manière géopolitique. Je pense pas.
Vous pouvez détruire son infrastructure sociale et autres, puis après vous allez vous servir. Ça, c'est la manière un peu forte qui a été établie dans les années 80, 90 et autres. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait encore comme ça. Il y a une conscience maintenant, une conscience politique, une conscience environnementale qui fait que ces entreprises, je ne veux pas dire qu'elles ne le font plus, mais elles seront amenées à le faire de moins en moins. Ah, c'est quand même la bonne nouvelle. Mais bonsoir, on est d'accord. Bon, il y a du boulot, hein. Il y a du travail. Mais moi, je crois aux solutions bottom-up, et puis finalement, bah, c'est vous qui avez le couteau par le manche. Si vous ne voulez pas consommer, gardez votre méthode. On est d'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je m'emballe. D'autres questions, d'autres remarques, s'il vous plaît. Oui. On n'a pas pu acheter l'iPhone 25. Mais oui, mais vous avez raison. Bon, il y a d'autres facteurs qui interviennent à l'heure actuelle. On a été complètement perturbé dans notre processus industriel dans le Covid, avec une baisse conséquente de la productivité. Puis maintenant, tout repart à toute vitesse, et puis il n'y a pas de stock. On travaille essentiellement à l'heure actuelle en flux tendu. Donc ça a créé une période d'insécurité au niveau de l'approvisionnement. Mais c'est vrai, et vous avez raison aussi, si on voulait électrifier à l'heure actuelle l'ensemble du parc automobile mondial, on n'y arrivera pas. C'est de cobalt, c'est d'éléments permanents, du dysprosium et autre chose. On n'y arrivera pas. Et, vous voyez, je dirais, c'est 300 000 téléphones portables qui sont jetés tous les jours en Europe. 300 000 téléphones portables que l'on remplace. En Suisse, on a 3,17 téléphones portables par personne. Ouais, on le garde, on ne sait jamais. Je suis sûr que vous en avez plusieurs à la maison. C'est 300 000 en Europe, mais ça fera 300 000 aux États-Unis. Ça sera 300 000 en Amérique du Sud, ça sera 300 000 Ça fait quoi? 2 millions, 2,5 millions de téléphones qu'il faut. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. 1 gramme, 2 grammes. Il y a l'indium parce qu'il faut bien toucher votre téléphone, pour faire le contact avec les doigts. Il y a un petit peu d'aimant permanent dedans. 1 gramme de tétra dedans. Mais 1 gramme fois 2 millions par jour, c'est une quantité monstrueuse. Puis qu'est-ce qu'on en fait? Non, on recycle les téléphones. On a fait quoi de téléphone? Vous vous êtes déjà posé la question? Ah oui, je paye une taxe de recyclage. Parce que moi, j'ai bonne conscience avec ça. Je peux aller mettre mon téléphone chez Swisscom et puis ils sont de temps en temps. Puis ils font quoi avec mon téléphone? De temps en temps, si c'est pas un vieux coucou comme le mien, ils vont le mettre en Europe et peut-être qu'il sera vendu en occasion. Puis après, elle est où la filière? Saviez-vous que la Confédération avait mis en place une société qui gère les déchets électroniques? Puis elle est où le parcours? Et puis mon téléphone, comment je peux savoir qu'il ne va pas finir sur un célèbre marché en Afrique? Allez voir sur Internet, il y a un marché africain qui est extraordinaire, où finissent tous nos congélateurs, ordinateurs, et ils dépiotent tout à la main, et puis ils s'empoisonnent. Vous avez déjà vu? Allez voir sur Internet comment on récupère l'or sur un élément électronique. Ça, c'est fabuleux. Vous prenez une petite coupelle en métal, vous remplissez avec du mercure liquide, vous chauffez, parce que ça ne marche pas bien, et vous trempez avec les doigts votre platine électronique jusqu'à ce que l'or, c'est bon, je peux jeter. Vous faites ça toute la journée, puis à la fin de journée, vous chauffez un peu plus pour évaporer le mercure, et vous récupérez le petit lingot qui est en fond. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça que je change mon téléphone tous les 6 mois. Vous voyez, donc, le gaspillage à l'heure actuelle, il est gigantesque. Donc si on s'occupait déjà de ça, peut-être que ça donnerait déjà une petite partie de la solution. Mais après, on n'échappera pas à une production plus importante. Donc il y a du gaspillage au niveau matériel, il y a du gaspillage au niveau consommation, on veut dire tous les jours. On veut dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir la 5G pour suivre le match de foot Suisse-Bulgarie en direct depuis mon bus en rentrant à la maison? Oui, c'est important, il y avait 4 buts. J'ai besoin de ça. Une antenne 5G, c'est quoi? C'est 7000 watts de puissance électrique? C'est 2 cuisinières électriques à fond avec les 4 plaques pour chaque antenne. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Je ne sais pas, peut-être qu'on devrait d'abord se poser des questions sur notre consommation, puis après, voir ce qu'on peut faire. Donc il y a tout un tas de questions, et au niveau social, c'est une période extraordinairement intéressante.
Non, je ne vais pas vous dire ça. Je pensais tout d'un coup. Ah non, je pensais tout d'un coup à un célèbre film où on a un robot qui est dans un état un peu déplorable parce qu'on lui a tapé dessus et puis qui annonce aux passagers d'un certain vaisseau Nostromo que ils n'ont aucune chance, mais que vous avez toute ma santé. Si vous avez vu Alien, le premier, bah, j'ai un peu l'impression d'être à cet état. Mais c'est positif, on va s'en sortir. Quand on aura le nez vraiment dans le mur, c'est une chose. Ouais. D'autres questions, d'autres remarques par rapport à cette présentation, s'il vous plaît? Oui. Pour continuer, c'est joyeuse. Enfin, je me demandais si on avait déjà la réponse pour savoir quel pourrait être le problème qui empêcherait que les bactéries soient efficaces, par exemple, au Kazakhstan. Alors, Vous attend. ouais. Les problèmes que l'on va avoir là-bas sont multiples, ne serait-ce qu'au niveau. Alors, la modélisation le montre très clairement. Il y a des problèmes techniques au niveau de l'injection, au niveau de la récupération des fluides. En remontant le pH, au niveau minéral, on doit absolument éviter la formation de gypse, CaSO4. Non, de sulfate là-dedans, je vous ai dit. Hein. Un wagon citerne d'acide sulfurique pour récupérer quelques tonnes d'uranium, c'est conséquent. Hein. Donc il va falloir y aller gentiment, lentement, tranquillement, pour éviter tout un tas de problèmes liés à l'hydraulique et puis à la dispersion des fluides à l'intérieur de l'aquifère. Et puis après, moi j'ai assez confiance. Toutes les expériences que l'on a menées ici, tout ce que l'on peut trouver dans la littérature le montre. À partir du moment où on établit les conditions favorables dans l'habitat, ça va. On a une chance extraordinaire sur cette planète, c'est qu'on peut faire ces petites bactéries des alliés fiables pour justement nettoyer nos petits cochons. Donc là, d'un point de vue strictement microbiologique, je ne vois pas trop de problème. Ça sera peut-être plus lent que l'on pensait, mais ça ne pose pas de problème particulier. Et en plus, il ne faut pas oublier, enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais je veux dire, ce processus de nettoyage après exploitation, ça représente que c'est peanuts par rapport aux gains que la compagnie minière va avoir. Donc, finalement, elle a tout intérêt à mettre ça en place. D'un point de vue de son image de marque, d'un point de vue de l'environnement, d'un point de vue des relations avec les populations locales, toutes les entreprises minières ont tout intérêt à développer des attitudes comme celle-là. D'autres questions, s'il vous plaît? En tout cas, merci pour votre attention encore une fois. Puis Mylène, peut-être voulez-vous conclure Merci à tous, merci à vous Pierre d'avoir tenu pendant autant de temps. Non mais ça nous va bien et puis c'était intéressant. Ah si, bah, y en a une qui sort à l'avance. Donc non, c'était chouette justement. Je vous remercie parce que vous avez pris le temps de bien tout expliquer, c'était clair et c'était très intéressant. Je vous remercie aussi à vous d'être venus et puis d'être resté. Mais du coup, si ça vous intéresse, il y a un apéro qu'on organise juste après dans la cafétéria et tout le monde est convié, vous y compris. Donc voilà, on vous attend tout de suite dans la cafette.